Et nous allons commencer cette conférence avec Mathieu Dagorn. Mathieu Dagorn est un artiste qui, entre abstraction et figuration, montre des œuvres qui sont construites à partir de bandes peintes, de bois ou de papier, et sont installées dans les rues comme dans les galeries. Mathieu Dagorn est diplômé des Beaux-Arts de Quimper et a décidé de faire un voyage au Gobelin dans le but de devenir un artiste indépendant. En 2008, il rencontre la tribu du collectif 9e Concept qui l'intègre et lui offre l'opportunité d'exposer. Un tournant dans sa carrière d'artiste, en tant que calligraphe, il a ce talent pour entrelacer les bandes, les tordre avec son pinceau, pour faire apparaître des représentations animales ou humaines qui semblent être en mouvement, ce qui est pour lui un jeu d'enfant. Ses œuvres organiques puisent dans diverses mythologies et transmettent une énergie vitale. Et ce n'est pas pour rien que Mathieu Dagorn met particulièrement l'accent sur les animaux menacés d'extinction pour sensibiliser à la cause du vivant. Mathieu est notre 6e artiste en résidence à l'ESSEC, ici à Cergy. C'est un véritable honneur de l'avoir, une opportunité de l'avoir eu toute la semaine. Il terminera demain, mais c'est ce soir qu'il fait sa conférence pour nous. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup Xavier. Bonjour tout le monde. Voilà, Mathieu Dagorn, présent, c'est moi. Élève indiscipliné, perturbateur, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Inattentif, tête dans les nuages, distrait, peut mieux faire, redoublement envisagé. Grosso merdo, ma scolarité, c'était un fardeau, vraiment compliqué. Pour vous expliquer, français, nul, anglais, pas trop mal, 10 peut-être, physique, une blague, 3, pas en parler. Maths, peut-être 12. L'histoire, c'était de la fiction. L'espagnol, hola, ¿qué tal? Aussi, muy bien. Et peut-être en dessin, alors là, 16 sur 20. Un réel avenir dans le dessin. Ah bon? Alors là, je te crois pas. Grosso merdo, c'est un peu tout ce que j'avais, le dessin. Je dessinais partout. Cahier de texte, les marges, machin, je m'ennuie en cours, je savais pas quoi faire. Je dessinais, je m'évadais. J'essayais de trouver un autre monde, un truc qui me plaisait peut-être un peu plus que ce qu'on me racontait, des choses que je voulais pas croire, qui m'intéressaient pas. J'ai fini par sortir de l'école. Le dessin était toujours pour moi, en fait. J'ai jamais voulu qu'on m'évalue dessus, qu'on me donne une note, de rentrer dans une compétition, la compétition du premier. Ça m'intéressait pas du tout. Au contraire, j'avais envie de fuir ça. Et du coup, ce dessin, vraiment, c'était personnel. Au bout d'un moment, j'ai vu une conseillère d'orientation. Elle fait, bon, alors il est un peu bon en maths, il fait du dessin, il pourrait faire architecte. Architecte, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire architecte? Un bac S. Autant vous dire que c'était perdu d'avance. Inimaginable. J'ai réussi à avoir mon bac, finalement. Je suis parti en prépa. Et je suis arrivé aux Beaux-Arts. Et là, c'était la libération. Du dessin de partout, de la peinture, de la sculpture, des ateliers pour faire du bois, travailler du métal, faire de la sérigraphie, de la photo, et des choses comme ça, enfin plein de choses. Tout ça pour en arriver à, je me suis un peu perdu, à découvrir ce qu'on voulait faire en fait dans la vie. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi. Voilà. Le truc, c'était de trouver, le déclic, c'était de trouver un truc. Mon truc, c'était le dessin. Et tout ça, en fait, il faut l'enrichir. Il faut pouvoir essayer de le nourrir un petit peu. C'est un travail de tous les jours, ça ne se fait pas facilement. Les gens disent c'est facile, tu as un don, tu as un talent. Oui, je pense que tout le monde en a un, en fait. Chacun d'entre nous en a un. C'est juste savoir l'exploiter. Savoir se poser les bonnes questions. Ce qu'on veut faire, ce qui nous plaît. Et à partir du moment où ça nous plaît, on peut le faire, c'est pas compliqué. Tout est ouvert. Et l'école n'était pas une finalité pour moi. C'était pas... Je me suis dit, à quoi servir? Oui, un diplôme, c'est bien sur un CV, c'est joli. Mais est-ce que ça apprend vraiment la vie? On a une exposition qui s'est faite à Marseille, dans une ancienne école, qui s'appelait Au Tableau, cette école. Cette école est placée donc en dessous du cours Julien, en plein centre de Marseille, abandonnée.
On en a pris possession avec une association. Et le but était de faire une expo dans chaque pièce. Il y avait un artiste, de la maternelle jusqu'au lycée. Moi, j'ai eu le lycée, qui était une cage d'escalier, avec classé patrimoine historique, entre autres. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de peintre à l'intérieur. Donc ils m'ont appelé pour faire une installation. Et du coup, j'ai fait une installation avec des morceaux de papier enchevêtrés, des personnages qui essaient de gravir cet escalier en colimaçon, ce puits de lumière pour essayer de s'extraire. Une sorte de métaphore en fait de la scolarité qui pour moi aussi était aussi difficile. C'était grimper, tomber, céder, se cacher. Et du coup, en fait, il y avait juste un point, une corde, avec un personnage qui était tout en bas. C'était un peu moi en fait, quand on me disait « tu peux pas tomber plus bas ». Mais au bout de cette corde, moi, le sol, 5 cm en dessous, et j'avais juste à mettre le pied par terre, et en fait à sortir. Voilà. Pour moi, en fait, la vie, il n'y a pas vraiment de diplôme dedans. Enfin, l'école nous a apporté des diplômes, mais c'est pas ça le plus important. C'est tout ce que nous apprend la vie derrière. Et c'est comme ça que je me suis construit. C'est grâce à cette exposition, d'ailleurs, que je suis ici. Je tenais à remercier Magali Ferret, en fait, que j'ai rencontrée là-bas, qui avait lu une lettre donc, qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer. Et comme quoi, en fait, il y a des valeurs comme la rigueur, je l'ai appris dans le dessin, en dessinant tous les jours. Le respect des gens, c'était mes parents. La qualité de mon travail, c'est mon collectif qui me l'a apporté. Et voilà. Donc en fait, je me suis vraiment construit après l'école, après les études. Et on apprend, je suis ouvert sur tout le système scolaire et éducatif. Je pense juste qu'il est à réviser un petit peu. Mais je pense que vous ne connaissez pas tout en restant ici. Tout se passe à l'extérieur. Des rencontres avec des artistes, avec des artisans, avec des techniciens. C'est un petit peu tout ce que je vais vous raconter après, en parlant du reste de mon parcours, à partir du moment où je me suis libéré des Beaux-Arts. Commençons par mon collectif. Quand j'ai fini les Beaux-Arts, je suis arrivé à Paris, j'avais 24 ans, je suis revenu sur Paris. J'ai fait une formation de graphiste PAO pour devenir graphiste en freelance. Ça a été 2 ans de petits boulots et un petit boulot à mi-temps, je veux dire, pour payer un minimum des factures. Et le boulot de freelance avec des graphistes à faire, des logos, des affiches, des agrandissements, des trucs un peu rébarbatifs, de l'exécution, pas très créatif. Et au bout de quelques années, 2 ans même précisément, j'ai rencontré mon collectif 9e Concept, qui sont... Donc, est-ce qu'on pourra avoir les images, s'il vous plaît, là-haut? Donc, le 9e Concept est un collectif qui existe depuis 27 ans, maintenant. Il est constitué de 3 pères fondateurs, comme on les appelle. C'est un peu hiérarchisé, c'est un peu comme une grande famille. On a Stéphane Carré-Kondo, qui est là. On a Ned Nedelec et Jack 45. Chacun ont fait une école qui s'appelle ECV. En fait, leur école, ils avaient un sous-sol à l'époque. Et au lieu de répondre au sujet, ils se créaient leur propre sujet. Ils n'écoutaient pas en fait les professeurs et faisaient leur propre intervention, leur propre manifestation. Ils ont commencé donc avec des campagnes d'affichage. Montrer Jerk. Non, ça, il sera. Bref. Ils ont commencé avec des campagnes d'affichage et une exposition qui s'appelait 109. Le but était de rendre l'art accessible à tous, en fait, de faire sortir des galeries, d'essayer de le rendre accessible à tout le monde dans la rue avec surprise, parce que oui, en collant des autocollants, des affiches, choses comme ça. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs personnes, types d'artistes différents. On peut avoir autant du graphiste que quelqu'un qui va travailler la ligne, plutôt de la gravure. Chacun ses spécialités. Ce collectif m'a appris vraiment à travailler avec des marques. Notre client principal, c'est Desperados, par exemple. Je pense que tout le monde connaît la Despe. Tous les ans, il y a une bouteille collector qui sort. C'est nous. Voilà. On fait les petits dessins qui sont dessus. On s'est occupé de toute la partie communication événementielle aussi, avec donc des tournées nationales. On partait pendant 90 dates par an, avec des musiciens, des beatboxers,
des percussionnistes, on avait des danseurs, on avait plein de gens différents comme ça. Chaque date était, on faisait 3 bars dans la soirée. Nous, on faisait des tatouages éphémères. Le but du tatouage éphémère, c'est qu'on arrive, on se pose dans un lieu qui nous plaît pas. Enfin, on est abasourdi par la musique. Il y a du monde, il y a du bruit. Les gens sont souvent bien alcoolisés. Et c'est un peu compliqué à gérer. Et le stress de devoir dessiner en fait sur des gens vraiment qui sont à 2-3 cm de vous, c'est un entraînement vraiment qui est assez intense et qui fait qu'après vous pouvez bosser en fait un peu dans n'importe quelle condition. Je pense que c'est les pires qu'on ait pu faire. On enchaînait à peu près 30 tatouages par soir. C'était assez intense et ça nous permet en fait de nous renouveler en fait en permanence, de devoir toujours être dans l'improvisation, mais tout en connaissant sa ligne, sa base en fait, son trait. Et c'est vraiment un exercice très intéressant dans le sens où aussi donc on était payé pour faire ce qu'on aimait. C'était un super bon entraînement. Et à chaque fois que j'envoyais mes factures à la fin du mois, en même temps j'envoyais mes dessins. Et le fait d'avoir un retour en fait sur son travail personnel, d'avoir des gens qui ont 10 ans de plus que toi, avec de l'expérience, qui te boostent en te disant ça c'est intéressant, ça l'est pas assez. Il te donne une orientation, vraiment une singularité dans ton travail, une qualité, qui fait que ton boulot sera indissociable de ta personne. Si on voit ton travail, on dira c'est lui, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et après, on va venir te chercher vraiment pour tes qualités et ta façon de travailler. Donc, ce qui me permet de nous démarquer en fait dans ce milieu, parce que c'est un milieu qui est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de gens. On va appeler ça, il y en a qui l'appellent le street art, il y en a qui l'appellent par d'autres noms, d'autres mouvements, du graffiti, de l'art mural, du muralisme. Mais en fait, c'est une bibliothèque de plein d'artistes différents qui ont vraiment chacun leur qualité. Ce qui est propre au 9e, par exemple. On a chacun notre style. Il y en a qui sont tatoueurs, il y en a qui sont calligraphes, il y en a qui vont faire de l'art un peu plus tribal, on va dire, d'autres graphiques. Et quand on vient vers un client, en fait, on offre un panel, une bibliothèque. Ils ouvrent et ils viennent nous voir pour notre style. Ce qui est peut-être assez intéressant. Le 9e a travaillé avec énormément de personnes. Donc, comme je disais, Desperados. On a Dockers aussi, les Galeries Lafayette. On a investi pendant plusieurs mois l'ensemble des vitrines des galeries marchandes avec un artiste par vitrine qui venait s'exprimer ou faire plus ou moins la promotion de la marque. Mais le truc le plus important pour le collectif, c'est de garder l'identité de l'artiste en avant. C'est primordial. On n'ira jamais mettre un gros logo en énorme dessus. On a créé un collectif parallèle à ce collectif qui repose sur les stickers, sur le principe des autocollants. Ce projet s'appelle Francoleur. Je vais essayer de vous le trouver en même temps. Et il regroupait au départ 25 artistes. Ensuite, on a ajouté 50 autres, donc c'était 75 artistes. Et la forme des autocollants est particulière parce qu'elle est en forme d'écailles. Ces écailles, tac, hop là, voilà. Alors, pour montrer un espace un peu global, on va rester sur celle-là. Voilà. Alors là, par exemple, sur ce panel d'autocollants, on a plusieurs artistes. On a du Bolt, on a du Gilbert Petit, Théo Lopez, Niark. Niark est un artiste aussi d'ailleurs qui a fait Colin Farrell, si je dis pas de conneries, non ? Pharrell Williams, pardon. Pharrell Williams, que je ne mélange pas tout. Il avait décoré toute la scène en fait de concert. Nicolas Baroum aussi, qui est un très bon peintre artiste. On a des Nantais, on a des gens de Londres, on a des gens de Berlin, d'Italie, enfin un petit peu partout dans le monde. Et le but, c'était d'aller coller les autocollants un peu partout. La force du collectif, c'est qu'on est meilleur à plusieurs. Principe de base, c'est chacun a sa qualité, chacun a sa qualité. On va aller chercher pour ça. Des fois, moi, on a des boulots.
En fait, on a un atelier, on est 3, avec Théo Lopez et Olivia Debona. Et Olivia est illustratrice, Théo fait de la peinture très abstraite. On a des appels d'offres, des gens même qui viennent nous voir directement en disant « Tiens, on voudrait une décoration dans les bureaux, machin ». Si c'est plus adapté, par exemple, au travail d'Olivia, je vais lui refiler le bébé. Il n'y aura pas de compétition. C'est un petit peu le principe de ce collectif et de ce concept avec les francoleurs, c'est qu'on met nos égos de côté. On a les égos bien placés. Il faut en avoir un petit peu, certains, je suis entièrement d'accord avec tout ça, mais pas en avoir trop, et l'utiliser correctement et savoir le mettre de côté, des fois, pour mettre quelqu'un en avant. Parce que ça sera mieux, ça sera plus efficace. Tout ça pour en revenir ensuite. Je me suis encore perdu. Si la petite anecdote là-dessus, c'est que vous pouvez les animer. Il y a une petite application. Et comme on parle aussi de nouvelles technologies et d'imagination dans cette semaine, il y a une quinzaine d'autocollants qui sont animés, donc qui sont scannables avec un téléphone portable et qui viennent bouger dans tous les sens avec des sons. Ça fait partie aussi des projets comme on a fait avec Desperados l'année dernière et puis avec Théo Lopez aussi cette année qui a fait la bouteille. Vous pouvez la trouver au bar d'ailleurs, juste à côté. Le principe était de faire donc cette édition limitée de bouteilles avec une étiquette créée par un artiste, avec juste la seule contrainte qu'on pouvait avoir, et ça j'en reviendrai aussi sur les trucs des contraintes, c'était la gamme colorée. Donc c'est pas grand-chose, en fait. Après, on fait ce qu'on veut. C'est freestyle, complet. Et il nous laisse vraiment créer notre univers, de A à Z. Et c'est génial, en fait, d'avoir l'opportunité et d'avoir une équipe, d'avoir des gens autour de nous, des techniciens, des vidéastes, plein de choses, en fait. Parce que dans ce projet avec l'ESP, au total, il devait y avoir 3 ou 4 agences. L'agence de communication, l'agence de communication digitale, celle Heineken, Desperados, le collectif et encore une autre agence d'événementiel. Donc ça fait beaucoup de gens à synchroniser et à manager. Et moi, au milieu de tout ça, on me dit, en fait, si tu as besoin d'un truc, tu nous demandes. Alors là, c'est le top. Déjà, un des premiers gros projets que j'ai pu faire en sortant de l'école, et en me disant qu'avec mon bagage de pas grand-chose, j'ai quand même fait une bouteille Desperados. Je suis assez fier de moi. Et en fait, si en scannant donc, cette bouteille, on arrivait dans un monde virtuel. C'était une jungle, d'ailleurs, on va essayer de le trouver, ça va être plus simple, plutôt que je vous en parle comme ça. Le site internet. Hop là. Non, ça c'est Insta. Il est là. Alors. Voilà. Alors, on est arrivé dans cette pièce qui était une amorce en fait de structure, d'installation, pour montrer ce qu'on pouvait faire en physique, en vrai, en réel. Ensuite, on est venu avec de la réalité virtuelle, c'est-à-dire un casque HTC Vive, pardon. Je fais comme les vieux, je parle mal. Et on est donc venu dessiner à l'intérieur pour créer tout un monde virtuel et montrer ce qu'on était capable de faire en dehors des lois de la physique et de la pesanteur et de la technique, du matériel et toutes les contraintes en fait, qu'on pourrait avoir en réel. Pour arriver ensuite dans une jungle arborescente qu'on voit ici. Donc avec des masques qui étaient cachés un petit peu partout, référence aux spiritueux, une espèce de jungle complètement transcendante, et dans laquelle on pouvait se perdre et avoir la tête qui tourne, un petit peu comme dans l'alcool. On va faire un petit test aussi, tiens. Je vous présente les pièces que je peux faire. Ça, c'est la série que j'avais faite pour Desperados, donc qui est exposée pendant le lancement de la bouteille. Donc pareil que la gamme colorée qui a été imposée. Ça, c'est la photo qui m'a servi à faire l'étiquette de la bouteille, qui est juste là.
Voilà, donc à partir de, de la photo de la sculpture, je l'ai scannée, vectorisée, j'ai changé les couleurs, et ça m'a fait une base pour faire mon étiquette. Donc encore un moyen en fait, de détourner une réalité qu'on a via d'autres outils, via des nouvelles technologies. Il y a des personnes qui sont sûrement dans la salle, qui sont venues me voir l'autre jour en me posant la question, est-ce que les robots pourraient un jour vous remplacer au niveau de votre travail, au niveau de la sculpture, au niveau du dessin? Il y a beaucoup de machines là, qui sortent au niveau des impressions 3D, il y a même des impressions qui peignent des murs en entier, des murs d'immeubles, des choses comme ça. Je ne pense pas que ça va nous remplacer. Ce n'est pas vraiment possible, parce que la main de l'homme est toujours très importante, et l'œil et la créativité est toujours très importante. Mais ça va être un outil supplémentaire. Pour faire un parallèle, c'est un petit peu comme l'arrivée de Photoshop ou Illustrator, le graphisme ou InDesign. Même pour les maquettistes, ceux qui faisaient des mises en page, avant, ils faisaient tout à la main. Ça veut dire que chaque petite lettre, il les découpait, et puis quand la linéa n'était pas bon, et c'était pas bien ferré, il fallait tout refaire. Et après, arrivait InDesign, c'était une facilité. Mais pour tout ce qui est création, par exemple les créations d'images, je pense qu'Illustrator était un outil en plus, on s'en sert tous maintenant, on est tous capables de le faire, en tout cas dans mon milieu avec mes collègues et amis artistes, 3/4 du temps, on sait s'en servir. Et donc pour en revenir à cette question, moi je pense pas que ça va nous éliminer en fait, mais plutôt nous servir, voilà, et contribuer à autre chose. Donc, pour en revenir à ces pièces qui sont ici, sont des pièces donc, que je fais en atelier. C'est des plaquages de bois, des essences de bois, qui sont collées entre elles pour créer des masques, des êtres, et des choses comme ça. Ce que j'adore avec ces trucs-là, c'est que dans mon processus de création, je reste vraiment avec plein de surprises. C'est-à-dire que je prévois jamais ce que je veux faire à la fin. J'essaie jamais d'imaginer concrètement ce que je veux à la fin. Parce que c'est horrible si on foire, si on n'y arrive pas, on est déçu en fait. Et là, il y a une frustration qui se met en place. Alors que dans mon travail, on n'est pas censé se frustrer, on est censé se faire plaisir. C'est de la création. On doit jouer avec les choses en fait en permanence. Excusez-moi, je remets ça. Du coup, quand je commence en fait une pièce, j'établis ma gamme de couleurs, mes différentes essences de bois. Je commence à les découper, des formes arrivent et je compose petit à petit. C'est-à-dire que s'il y a une forme de visage, de nez, un museau qui commence à ressortir, je me dis tiens, ça peut-être une tête de singe ou une tête de chat ou un truc comme ça. Et quand je finis, pour moi, ça peut être un animal particulier ou un esprit particulier qui représente telle ou telle chose. Et quand les gens les voient en exposition, ils me sortent des trucs complètement différents. Et je trouve ça assez cool de voir en fait l'interprétation des gens, ce qui passe par leur œil, comment ils analysent les choses, tout simplement. Et souvent, ça traduit on trouve facilement des explications, des références, des choses qu'ils ont vues juste avant, et qui les interpellent. Et il y a un autre truc dans la création, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission, c'était, je ne sais plus, sur une chaîne câblée, bref. Ils ont fait un test avec 2 groupes de graphistes, 2 directeurs artistiques. Et donc, ils les prennent à l'aéroport, ils les emmènent jusque dans un bureau. Et tout le long du trajet, en fait, il y avait plein d'enseignes, plein de choses différentes. Et puis, ils leur donnent un logo à faire. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Et donc, les 2 équipes se mettent à bosser, bossent pendant, je sais pas, je crois que c'était une journée ou un truc comme ça. Et à la fin de la journée, il fallait qu'ils fassent une proposition avec des déclinaisons pour le logo et la communication de cette entreprise. Les 2 équipes ont fait quasiment la même chose, avec les éléments, presque les mêmes éléments. Et l'ensemble de l'équipe qui avait prévu, qui avait organisé tout ce truc-là, avait prévu qu'ils allaient faire ça. C'était complètement dingue. En fait, c'était juste sur le trajet, ils ont analysé des choses. Ils avaient déjà une idée un petit peu de ce qu'ils allaient faire, mais ils ont commencé à être captés par tout leur environnement, par s'imprégner des choses. Observer. Et au final, ils ont posé exactement la même chose. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça ouf. En parlant d'observation, c'est un petit point auquel je n'ai pas parlé, je voulais vous parler. J'ai toujours été un peu timide aussi, dans un sens, et je n'avais pas forcément parlé tout de suite aux gens.
je les observais avant. Regardez comment ils interagissaient, qui ils étaient, s'ils étaient sympas ou pas, parce que sinon, je n'y allais pas. Voilà, essayer d'analyser un petit peu, toujours pour me protéger, en fait. Et en fait, ça m'a toujours servi, par la suite. Quand j'étais petit, je regardais toujours mon grand-père. Il bossait avec ses mains. Il avait un atelier de bois, il a fait 3 ou 4 fois le tour du monde sur des grands bateaux, il était charpentier. Et dans son atelier, je le voyais manipuler les outils. Et en fait, j'ai beaucoup appris comme ça, juste en observant les gens, les techniques. C'est pareil en peinture, en graffiti aussi, quand on va faire un mur avec des gars qui ne sont pas très commodes et qui vont pas te dire, et qui vont pas dire comment ils font exactement, bah t'observes, parce que sinon tu t'es pas foutu d'apprendre. T'apprends par toi-même. Donc ça, c'est un autre point. Voilà. Je pense que l'observation, pour l'imagination, pour essayer de recréer des choses, c'est très important. Voilà, c'est mon avis. Je vais continuer. Ensuite, on va peut-être parler un petit peu tout simplement du boulot. Donc après Desperados, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Si, voilà, je peux vous parler aussi des résidences, les résidences d'artistes. Je trouve que c'est un des meilleurs concepts dans lequel je peux évoluer. On en fait 3 ou 4 par an. Généralement, on se retrouve dans des grands bâtiments. Là, c'était un ancien garage, donc c'était le Colorama Festival, organisé à Biarritz. Organisé par Grums qui fait du rap, il fait de la peinture, il fait plein de choses, un mec hyper actif. Et il organise aussi ce genre d'événement assez massif. Donc c'était un ancien garage de voitures qui a été complètement abandonné. On a tout nettoyé, on a repeint tous les murs, toutes les bases, et on a invité des artistes à peindre sur ces grandes façades. Moi, j'étais invité à faire une installation au milieu. Et ce qui est super là-dedans aussi, c'est la rencontre. Voilà. On partage encore plein de choses, de nouveaux artistes, de nouvelles techniques, de nouvelles personnes. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est vachement intéressant dans mon travail, c'est je ne fais jamais la même chose. Je ne vais jamais au même endroit. Mais là, je me retrouve devant vous, j'y crois toujours pas. J'étais encore très mal à l'aise et je le suis toujours un peu. Mais voilà, et puis le mois prochain, je fais un char pour la Technoparade, improbable. Au mois de novembre, je vais faire une expo à Londres. Cet été, j'étais en train de peindre sur une chapelle. Enfin, voilà, en fait, si je fais un petit peu le résumé des fois de mon année, je me dis c'est assez fou, c'est assez cool quand même. Parce que j'arrive à fabriquer ce que je veux. C'est un peu mes Lego. J'étais beaucoup Lego quand j'étais petit. Et je pense que j'ai réussi à créer mes propres Lego au fur et à mesure. Donc pour en revenir à mon travail, ce qui est au niveau des installations éphémères, souvent, comme celle que j'ai faite aussi dans la cour, et celle qui était en photo ici. Donc, je travaille essentiellement à partir de matériaux de récupération. Il y a régulièrement un châssis en bois. On va mettre la petite vidéo aussi en fond. Et ensuite, Si on peut couper le son, s'il vous plaît. Merci. Et du coup, tout le matériel qui est autour, le blanc là, c'est du plastique, c'est de la récupération. Ça s'appelle du Forex. C'est un matériau qui sert à faire des panneaux publicitaires. Je récupère ça chez mon imprimeur. C'est des poubelles, c'est destiné à aller aux poubelles, en fait, à la base. Le mec m'appelle toutes les semaines, quasiment, en me disant « Ouais, j'ai du matos, tu viens le chercher, s'il te plaît ?» J'ai l'impression que c'est mon dealer. Et du coup, j'y vais avec mon petit caddie, je stocke ça dans mon garage, et puis dès que j'ai un événement, voilà, comme celui-là, là, c'était une invitation au Carreau du Temple pour un salon qui s'appelait Urban Makers. Donc c'était un petit peu de do it yourself, tous les gens qui faisaient un peu de leurs mains, justement, qui avaient des idées, un peu d'imagination, et de fabriquer des trucs qui pourraient être plus ou moins utiles, ou essayer de faire des grandes raimentas, par exemple. Et du coup, oui, c'est un petit peu essayer de donner une seconde vie en fait aux matériaux, des trucs qui vont être jetés. Je suis très sensible à la défense des océans, à la protection des océans. J'ai fait pas mal de sports nautiques et c'est un truc qui me choque de plus en plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a quand même 5 continents de plastique répartis un peu partout sur la planète. Et je pense que par exemple, au niveau des bonnes idées, et je pense que vous avez les clés en main, de trouver des bonnes idées et les opportunités. Je crois que c'est un combat qui pourrait être intéressant et de développer une économie autour de ça, ça pourrait être pas mal, parce que ça serait utile, par exemple.
Voilà pourquoi j'ai fait des grands animaux marins refaits de plastique et je fais des pieds de nez un petit peu à la société en leur mettant des trucs énormes sous leur nez qu'ils n'arrivent pas à voir en fait juste à côté. Voilà pour cette part de présentation au niveau du recyclage et de la vie. Deuxième vie, des objets. Qu'est-ce que je voulais vous parler ensuite? Ouais, si, on va enchaîner sur... Du coup, il y a d'autres personnes, il y a d'autres artistes qui bossent là-dessus, que j'admire beaucoup. Monsieur Bordalo, par exemple, qui est juste là, qui lui prend directement à la déchetterie. Et ce sont des objets qu'il laisse bruts. Je vais bien faire la mise au point, voilà. Et donc, soit il les repeint, soit il garde les couleurs authentiques et il refait des animaux comme ça. Au niveau de l'idée, de l'esthétique, je trouve au niveau de l'art brut, c'est quand même assez performant. Au niveau de on le voit très bien, le rhinocéros, enfin, les lignes sont hyper bien dessinées. Il y a une composition, une façon aléatoire de travailler qui est assez folle. Enfin, moi, ça m'impressionne. Deuxième exemple, mais qui est un peu plus dans... qui rejoint un petit peu plus mon travail aussi, enfin, que j'adore, je suis complètement fan et fou de ce gars-là. Enrique Oliveira. Lui récupère aussi beaucoup de choses. Ça va être des plaquages de bois. Donc ça va être les vieilles façades des immeubles, par exemple, qui se décollent un petit peu avec l'humidité et la peinture et les choses comme ça, qu'il arrache. Et il vient recréer des structures un petit peu sur le même principe des structures des châssis que je peux faire, et il vient les habiller ensuite. Après, c'est monstrueux ce qu'il fait. Enfin, il y a des jeux de couleurs, de matière, moi, qui me rendent complètement dingue. Et, exemple, celui-ci, on pourrait se perdre à l'intérieur des couleurs, et c'est que de la récup. Je trouve ça fou. Et le fait de faire entrer aussi quelqu'un dans son univers. C'est pour ça que je suis passé au volume. À un moment donné, je faisais pas mal de peinture, de dessins. Et mes dessins représentaient donc des personnages, des êtres, comme je peux faire les masques et les baleines, et voilà. Représentaient donc, étaient constitués de bandes entremêlées. Une fois, on a fait une fresque avec des collègues. On était partis faire une résidence, et au lieu de faire un mur peint, c'est-à-dire avec peut-être un dessin ici, avec un lettrage par là, et puis des effets graphiques de l'autre côté, chose que tout le monde fait à peu près, en fait, au niveau du street art et de la peinture. On s'est dit, on va faire un truc en volume. On va créer des plans, on va créer une scène, un petit peu comme ici. On va dire, tiens, il y aura un premier plan, premier plan ici, deuxième plan, troisième plan, on va derrière, et qu'avec de la récup, des palettes, du carton. Et on est venu peindre dessus, découper la scie sauteuse, composer. Et ce qui était assez génial, et ce que j'ai adoré, en fait, ce qui m'a fait un petit peu le déclic, c'est que quand les gens se baladaient, ils pouvaient tourner autour de la scène. Ils pouvaient se balader à l'intérieur, passer devant, derrière, et rentrer dans l'imaginaire de l'artiste. Et c'est pour ça que je suis venu au volume, c'était pour vraiment essayer de rentrer dans mon univers. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de Lego, et là je suis content, je fais mes propres Lego, mais sauf que c'est à taille humaine. J'ai un pote qui a dit ça à son fils, il fait « Regarde, lapin, il fait des... » Pardon, c'est mon surnom. Il fait des jouets que tu n'auras jamais à la maison. C'était un peu ça. C'est vrai que le gamin, il avait quoi, 2 ans, et regardez, c'est l'image qui est juste en dessous, là, avec l'espèce de monde, je vais vous la montrer. Et il était complètement fou, il a l'impression que c'était un dragon qu'il avait dans sa chambre. Et je trouve ça assez génial. C'est comme de travailler avec Desperados aussi, enfin, le fait d'avoir fait un truc en réalité augmentée. J'ai été payé pour jouer aux jeux vidéo. Enfin, je trouve ça assez cool quand même. Enfin, quand tu es petit, tu fais « ouais, je voudrais bien te payer à jouer aux jeux vidéo ». Il y a toujours un peu ce regard d'enfant en fait qui reste et qui est tout le temps là depuis que je suis petit. Enfin, j'ai toujours essayé de regarder la vie un petit peu autrement et de me reposer les questions, de me dire tiens, cette règle est peut-être pas pour moi et je vais essayer de trouver une alternative. Je vais essayer de faire les choses autrement. Voilà, j'avais pas envie, j'aimais pas l'autorité, je voulais pas de patron. C'est mon père qui m'a dit ça aussi une fois. C'est avant de savoir ce que tu veux faire, essaye de savoir ce que tu veux pas faire. C'est surtout très important ce qu'on veut pas faire. Donc pas de patron, être tout seul, pouvoir gérer ses horaires, travailler peut-être la nuit, mais c'est pas grave parce que le travail c'est plus vraiment un travail, c'est une passion, c'est un amusement, c'est un jeu. Donc on compte plus les heures et puis on s'entoure de personnes avec qui on aime bien travailler.
Les personnes de mon collectif c'est de très bons amis. Enfin, même je les considère comme ma famille, un petit peu. On a les papiers, on a les tontons, on a des gens qui viennent travailler avec nous, on a des potes encore à côté. Et c'est vraiment agréable d'avoir des gens sûrs autour de soi, en fait, avec qui on peut vraiment partager, avoir un soutien, avoir des référents. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est un petit peu le message aussi que je voulais vous faire passer. On est en perpétuelle évolution. On n'a jamais fini de se construire. Et si on pense tout savoir, c'est qu'on a déjà peut-être perdu quelque chose. Et qu'on se foire un peu. Pour en revenir aussi au processus de création, j'en ai parlé à certains d'entre vous. Une fois, j'ai fait une résidence à Lyon. Et donc le matériel devait arriver. Je devais avoir du papier. Le papier n'est jamais arrivé. Je vais faire des petites installations en papier, sous un auvent, avec des décorations du minaire, des choses comme ça. Donc, bref, le papier n'arrive pas et je vois un mec à côté qui voulait faire une structure en bambou. Il essaye une fois, 2 fois, 3 fois. Il avait son plan. Il avait fait tout, hein, genre un peu archi, avec un dôme, machin. Il fait oui, là on va mettre des arcs, ça va être génial. Je fais c'est cool, j'ai hâte de voir. Il essaye 3 fois, il n'y arrive pas. Il lâche l'affaire. Je vais le voir parce que moi j'étais en galère de matos. Et je lui fais, excuse-moi, est-ce que tu n'aurais pas un petit peu de bambou à me dépanner? Parce que là, je ne peux pas bosser et je ne sais pas quoi faire. Il me fait, si, bien sûr, vas-y, prends tout. J'ai fait ça. Donc, bon, pour vous, c'est peut-être un petit peu abstrait, je le comprends tout à fait. Il y a un masque à l'intérieur, c'était une sorte de cabane. Maintenant, j'ai bricolé, j'ai bidouillé avec ce que j'ai fait, sans plan, sans mode d'emploi, sans rien du tout. Et juste au fur et à mesure, en me disant, bah tiens, avec ces gros bambous, je vais faire une base, je vais me faire une forme de tipi. Après, avec la forme de tipi, on en met une en latérale, et puis en fait, sur celle qui est en latérale, on peut monter, parce que le bambou, c'est vachement solide. Il y a des mecs qui font des échafaudages avec ça. Et après, à partir de là, on a les bambous qui sont découpés, qui sont vachement plus flexibles, et puis on l'habille, on compose. Et puis au final, on finit par trouver des techniques pour que ça tienne. La technique qu'il n'avait pas trouvée, l'autre. Parce que face aux problèmes, aux contraintes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contraintes parce que c'est jouer avec les choses. C'est se dire, tiens, ça peut aller là, ça peut aller là, et juste avec un tout petit peu de logique et petit à petit, en construisant petit à petit, on arrive à faire des trucs. Je pense qu'il y en a certains aussi qui m'ont dit qu'ils étaient un peu perdus. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et on me parlait un petit peu des projets que vous aviez dans les ateliers. Et je lui ai demandé quel type de projet ça pouvait être et s'ils avaient des contraintes. Il a dit non, on n'en a pas. Justement, c'est ce qui nous bloque. Pas de contraintes. C'est cool en fait. Il y a juste à faire ce que vous avez envie de faire. Donc, l'imagination, je pense que c'est pas compliqué, c'est ce qu'on a envie. On a faim, on a envie de manger, on a envie d'une côte de bœuf, on va se faire un barbecue. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est juste l'appliquer, trouver le truc qui vous intéresse. Moi, c'était le dessin, c'est passé à la sculpture, c'est passé à la fabrication, à les techniques. Et petit à petit, je me perfectionne. Et j'y suis même pas encore, mais je suis tout petit. Quand je regarde d'autres artistes, d'autres personnes que j'admire, je suis là, c'est des malades, c'est comment ils font. Et c'est à force de travail, je pense. Donc, pour le coup, voilà, c'était un petit peu mon message, on n'a jamais fini d'apprendre. Et où est-ce que je voulais en venir ensuite? Je vous ai présenté celui-là. Si, ouais, il y a encore un autre artiste que je voulais vous montrer qui est complètement dingue. Theo Jensen, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images. Il fabrique ces grands personnages ça bouge tout seul, en fait. Il faudrait que je trouve une vidéo. Mais c'est actionné par le vent et des choses comme ça. Et des fois, il amorce juste. Non, on s'en fout de la pub, mon Dieu. Ça, je déteste. Voilà. Donc c'est juste actionné par le vent. Et en fait, après, tout le mécanisme se met en route. Et ça bouge tout seul. C'est complètement fou. Il en a fait aussi avec des impressions 3D. Donc il en vend des miniatures. On peut commander, on peut l'avoir à la maison. Et il en fait des toutes petites. Et ça, je trouve ça avec le mec au niveau de la créa. Voilà. L'art aussi, c'est ça qui est vachement important dans l'art. C'est d'essayer de dépasser un peu ses limites, de se mettre en danger et d'aller un peu plus loin et de proposer en fait ce que les gens n'ont jamais proposé. Si on s'intéresse un petit peu, et c'est là aussi que le 9e concept m'a beaucoup aidé,
C'est quand, pendant ma formation, s'il y avait un truc qui ressemblait trop à quelqu'un, il me disait « là, c'est pas bon, t'es trop proche d'un tel, ça a déjà été fait, regarde, réétudie, revois l'histoire ». L'histoire est très importante aussi. Quand on monte un projet, qu'on a un thème, qu'on a une idée, allez voir à quoi ça correspond. La signification des choses, la signification des mots, au niveau de l'histoire, à quoi ça réfère, au niveau de la mythologie, à quoi ça réfère. Et tout de suite, vous allez trouver des éléments qui vont nourrir en fait votre projet. Et dans l'art, je pense que c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de repousser un petit peu les limites des choses, mais tout en étant conscient de ce qui s'était fait avant, ce qui se fait maintenant, et pour essayer d'avancer encore un peu plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent de ce qu'ils peuvent voir dans les galeries, ça soit des designers, ça soit des décorateurs d'intérieur, des scénographes, les bijoutiers, machin truc. Et pour pouvoir, ça c'est génial aussi, pour pouvoir trouver de l'inspiration, en fait. Là, avec par exemple ma collègue Olivia, je vais vous montrer son travail aussi. C'est une illustratrice. Alors, tac. Olivia a un imaginaire très végétal et porté sur la femme, en fait. Et... Tac. Image. Hop là. Et donc, il y a des estampes comme celle-ci. Voilà. Paf. Si ça veut bien apparaître. Voilà. Une sorte de dessin un peu végétal. Là, si vous regardez, en fait, elle travaille aussi à partir de tampons. Donc, là, c'est de la peinture, elle fait de la sérigraphie, de la linogravure. Donc, la linogravure consiste à, vous voyez le lino que vous avez à la maison, c'est le prendre, c'est pour le découper en fait à l'intérieur, graver à l'intérieur pour ensuite créer une plaque d'impression. Vous allez mettre de l'encre ensuite sur cette plaque, on la passe sous une presse avec une feuille et on peut imprimer et faire des éditions limitées avec. C'est une des techniques d'artisanat qu'on peut apprendre aussi durant les études. Olivia, en fait, a un style très végétal avec des petits animaux. Là, si on regarde les dernières campagnes, je ne vais pas citer le nom, il y a une bière et puis il y avait un grand magasin aussi, on trouvait exactement le même esprit. Alors, on ne sait pas si ça vient de là, on ne sait pas si ça vient de... Enfin, d'où est venue leur inspiration, s'ils ont pris après ou pas. Après, c'est assez commun aussi de faire des végétaux. Mais c'est des petites choses comme ça qui sont assez marrantes. Et dans le sens où, aussi au niveau de l'originalité, c'est assez compliqué au niveau de l'art, parce qu'on a beau penser qu'on a peut-être inventé un truc, on finit toujours par trouver un mec à l'autre bout du monde qui a fait un truc similaire. C'est blasant des fois, je vous jure. Voilà, je vais vous présenter aussi mon dernier collègue d'atelier, histoire de faire le tour, et vous montrer un petit peu de belles images. Donc c'est Théo Lopez. Hop là. On va aller voir son site internet, ce sera peut-être un peu mieux. Tac, artwork. Voilà. Alors, Théo est dans la peinture abstraite, très fractale, très dynamique, très colorée. C'est le mec au niveau des couleurs, moi, il me fait halluciner des fois. À la fin de sa peinture, il va te mettre un rose fluo ou un jaune fluo, et ça fonctionne. Je ne comprends pas. Il y a des fois, c'est improbable. Et le mec y arrive. Et dans le sens où aussi, on apprend énormément de ses collègues, c'est qu'avec Olivia, on a partagé énormément de choses au niveau des installations et de la construction. Et avec Théo, dès que j'ai un problème de couleur, je vais le voir. Parce que lui, il connaît un peu mieux que moi. Et du coup, il a encore des trucs à m'apprendre et à me conseiller. Donc c'est un petit peu tout ça, de pouvoir fonctionner ensemble aussi. Je trouvais ça très important. Donc ça, on a fait le tour, on a fait le tour. Si je voulais faire un petit test avec vous, comme ça on va commencer peut-être à ouvrir un petit peu, et puis peut-être, parce que je crois qu'il y en a qui dorment. Vas-y, ouais, on va commencer. Alors par exemple... Si les étudiants veulent bien monter sur scène, les 4 étudiants qui sont prévus, s'il vous plaît. Quand on parlait de l'interprétation des choses, et de ce que vous pouvez voir... Vas-y, je t'en prie, pas de problème. Et de ce que vous pouvez voir dans les œuvres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, là? Qu'est-ce que vous voyez comme animal? Un lion? Une chouette, un lion? Un tigre?
Le hibou. Le hibou. Eh ben, c'est pas le hibou, c'était le premier, c'était le lion. Pour moi, il avait une tête de lion. Voilà. Donc j'aime bien cette image, en fait, cette façon d'interpréter. Bon, d'accord, c'est un hibou, si ça te fait plaisir. Bouh. Non, on n'a pas le requin qu'on a fait en photo. Bah, il y avait la photo de départ. Voilà, tiens, en parlant de projet, c'est comme Xavier me parle du requin. J'ai une autre photo, ça c'était une baleine que j'avais faite pour exposer à l'hôtel Novotel de Gare de Lyon. Et ce qui était assez marrant, c'était qu'au Novotel de Gare de Lyon, on a beaucoup de costards cravates, mais ils viennent de partout, je sais pas, de France, ils viennent passer une nuit ou deux ici. Et je leur ai mis une grande baleine faite de plastique juste au-dessus de leur pif. Donc ça, c'était fait à la base dans le hall d'entrée. Et j'étais assez content de mon installation. Et après, le problème, c'est qu'il a fallu que je l'enlève, que je la stocke. Je l'ai stocké dans mon sous-sol. Et là, ma copropriétaire a commencé à péter un peu un câble. Me dire, oui, non, mais une place de parking, c'est pas fait pour mettre du plastique. Je fais, bon, c'est de la récup, j'essaye de polluer. Moi, l'argument de la voisine, c'était, ça me plaît pas. Je lui ai dit, moi, votre voiture, elle me plaît pas. Elle pollue, elle est grise, elle est pas belle. Bref. Donc, du coup, j'ai fini par la mettre sur la petite ceinture. La petite ceinture, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui fait tout le tour de Paris. J'ai pris mes 2 stagiaires qu'on avait à l'époque à l'atelier et je les ai embarqués dans cette aventure. On a transporté pièce par pièce. Donc, au total, il y avait 10 pièces, je crois, à peu près de 2 mètres, machin. Et on est arrivé sur la petite ceinture, on a tout balancé par-dessus le pont que vous voyez là, avec un jeune qui est réceptionné en bas. Et on l'a élevé, on l'a laissé là-bas. Et je trouvais ça assez cool. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours comme ça. La partie intéressante pour moi du street art, il y a le fait de donner l'art accessible à tous. Et ça, je trouve ça génial. L'interactivité avec les gens. Parce que souvent, les gens viennent nous parler et soit nous féliciter, même râler aussi. On a vu quelques fous, mais bon, il y en a partout. Mais des 3/4 du temps, les gens sont hyper contents en fait, de pouvoir voir des choses différentes, des choses qui les interpellent en fait, dans la rue. Et ce contact en fait, avec les gens, je trouve que c'est hyper enrichissant. On a un petit peu un doseur social en fait. C'est mieux que regarder les infos, je trouve. Enfin, vraiment, on voit comment notre ville va, comment on peut vivre dans notre quartier et qui sont les gens de notre quartier. Donc voilà, ça c'était une des grandes installations. Après, je crois que j'ai plus trop de grand chose à. Si, j'ai des choses à dire, mais je vois pas quoi. Bon, on peut passer aux questions, si tu veux vous bien. avez Et merci des beaucoup, questions. Mathieu. Merci pour à cette vous. présentation. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment, à la fois pour ça et pour le requin. On peut passer à 2 premières questions, puis on ouvrira quelques instants pour d'autres questions, si vous voulez commencer. Tout d'abord, merci Mathieu pour ce partage de tes travaux et de ton parcours. Merci. Moi, je suis assez touché de faire cette présentation pour 2 raisons. La première, c'est que je te sens très passionné. Et d'arriver à vivre de ça, c'est quand même quelque chose que, d'un point de vue modèle, on est étudiant, on est en train de se former. C'est assez plaisant de voir quelqu'un qui arrive à vivre de ça, enfin de sa passion du moins. La deuxième raison pour laquelle ça me touche, c'est aussi parce que j'ai souvent eu le sentiment qu'on manquait, étant dans une école de commerce, que ça manquait un petit peu de créativité par moment. Et qu'on était très axé sur comment générer de l'argent, comment gérer des teams, etc. etc. C'est même toi, tu rigolais d'être ici d'ailleurs. Donc la question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que, selon toi, on peut exploiter son potentiel créatif tout en étant dans un cadre académique, dans un cadre scolaire? Ce qui n'est pas ton cas, parce que tu semblais dire que tu avais surtout développé ça en dehors de l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais avancer? Dans ce que tu me dis, quand tu commences en disant, nous, les projets, on commence pour vouloir faire de l'argent. Erreur. Je pense que c'est là où est l'erreur aussi. Faire de l'argent, c'est bien. Construire quelque chose, ça prend du temps. Si on veut faire des choses bien, en fait, je pense qu'il faut juste reprendre les idées de base. Comme je disais, il faut que les choses soient justes. Il faut que ça soit utile pour ton environnement. La planète sur laquelle tu vis, les gens qui sont autour de toi. Est-ce que c'est sain pour toi, pour ton organisme, pour l'ensemble? Faire les choses correctement, en fait. Pas ne le faire que pour les sous. Se poser des vraies questions, des questions d'ordre écologique, social, humaine. Savoir si avec les gens avec qui on va travailler, est-ce qu'on travaille vraiment avec eux, est-ce que c'est vraiment une collaboration ou est-ce qu'on les exploite tout simplement? Voilà, il y a des choses, il y a des différences à faire, en fait, et je pense que c'est juste une façon de procéder.
Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais si vous prenez la problématique par l'argent, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Voilà. Il faut peut-être essayer de prendre la chose par l'autre bout. Peut-être par est-ce que c'est bien, est-ce que c'est sain, est-ce que ça va être utile, à quoi ça va servir, et comment ça va nous améliorer notre vie, en fait. Voilà. À tous, et pas que à certaines personnes. Entendu, je te remercie. Autre question. C'est bon, ça marche. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais un peu une question dans le même domaine que Victor. C'était par rapport à la créativité, mais vous avez dit que le talent, que tout le monde l'avait, mais que pas tout le monde l'exploitait ou savait l'exploiter. Est-ce que c'est pareil pour la créativité? Est-ce qu'on est avec une créativité, mais juste on ne sait pas l'exploiter? Ou est-ce que ça s'apprend au fur et à mesure de la vie? Ça s'apprend, je pense. C'est comme apprendre à lire, c'est comme apprendre à écrire, dessiner. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est des méthodes, une façon de réfléchir. Comme je disais, regarder comment les gens travaillent, se nourrir aussi d'histoire, d'art, de la nature. Tout est dans la nature. J'ai encore pris des photos là cet été. J'étais sur la plage, il y avait marée basse et il y a des petites nervures qui se créent un peu partout. C'est magnifique. Ça reprenait des travaux en fait de collègues qui sont Romain Froquet et Bolt aussi au niveau de la composition et des tableaux qu'ils pouvaient faire. Il y avait un esprit qui était similaire. Alors, est-ce qu'ils sont inspirés de ça ou pas? Non, peut-être pas. Mais en fait, observer, regarder, contempler, prendre le temps. Prendre le temps, pas aller trop vite aussi. Une société là, on va mais on ne regarde pas vraiment les choses. Donc c'est sûr, on n'arrive plus à faire fonctionner notre cerveau. Et si tout va trop vite, c'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a une ou deux questions? C'est qu'il commence à être tard et la fatigue de la journée arrive. Est-ce qu'il y a des questions? Ou pas? C'est la fin, vous êtes au bout de votre vie. Bon, et ben Mathieu, on continuera. Sinon, on peut aller boire un verre aussi après, si vous voulez, ce sera plus simple pour les questions. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir écouté.